Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet des événements historiques avec cette première grande partie donc sur la jeunesse et l'éducation d'Alexandre. D'abord, rappelons sa naissance et sa filiation. Donc Alexandre est né à Pella, la capitale du royaume de Macédoine, le 20 ou 21 juillet 356 avant Jésus-Christ. Donc il est le fils du roi de Macédoine Philippe II, de la dynastie des Argéades et d'Olympias, troisième épouse donc de Philippe, princesse d'Épire, c'est l'Albanie actuelle, de la dynastie des Éacides. Donc par sa mère, il est le neveu du roi d'Épire, de manière anecdotique. Sa mère donnera naissance à un deuxième enfant dénommé Cléopâtre. Rien à voir évidemment avec la reine d'Égypte qui a vécu 3 siècles après. Donc les Argéades, donc la dynastie macédonienne, prétend, évidemment c'est limite, mais descendre d'un dénommé Théménos d'Argos, donc un roi héroïque semi-légendaire, qui lui-même descendrait d'Héraclès. Et par sa mère, il prétend descendre de Néoptolème, fils d'Achille. Donc sa mère va pour ainsi dire lui bourrer le crâne en lui disant mon fils, tu es l'héritier d'Achille, le plus grand héros évidemment grec de l'Iliade. Alors il y a une légende qui circule dès l'Antiquité, qui sera reprise notamment dans le roman d'Alexandre, qui dit qu'en fait Olympias elle n'aurait pas conçu Alexandre avec Philippe, qui de toute façon avait peur de coucher avec elle, vu qu'elle dormait avec des serpents, elle était versée dans les cultes dionysiaques, je développe pas Olympias, mais elle a une personnalité aussi très intéressante, mais donc elle l'aurait conçu avec un serpent qui serait l'incarnation de Zeus. Bon. Alors Alexandre, il se sert de ses contes populaires à des fins politiques et il fait parfois référence à sa filiation divine avec Zeus. Alors il y a une autre légende plus tardive qui date du IIIe siècle, elle est aussi reprise par le roman d'Alexandre, qui serait en fait le dernier, le fils du dernier pharaon d'Égypte, de la 30e dynastie, qui s'appelle Nectanebo II, qui a été chassé du pouvoir par les Perses, donc Artaxerxès III, ça c'est historique, et qui s'est réfugié à la cour de Philippe, et qui aurait eu une relation avec Olympias. Alors ça reste techniquement plausible, mais enfin évidemment, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est une légende. Donc selon une affirmation aussi de l'époque, qui a été reprise par Plutarque, euh, Alexandre, en fait, c'est un signe des divins, on va dire, serait né le même jour que l'incendie du temple d'Artémis à Éphèse. Donc c'est un signe des dieux, parce que c'est une des 7 merveilles du monde, le temple d'Éphèse, là en Turquie actuelle. Et plus tard, Alexandre saura utiliser cette coïncidence pour renforcer son aura politique, en proposant d'ailleurs de financer la restauration du temple. Restauration qui sera d'ailleurs refusée. On parlait des Éphésiens. Donc voilà, je vous épargne les autres légendes sur sa naissance, donc sont surtout reprises par le roman d'Alexandre. Alors, on va s'intéresser maintenant sur les influences culturelles d'Alexandre. Alors déjà, faut poser la question, le débat, c'est l'appartenance culturelle des Macédoniens eux-mêmes. Est-ce qu'on les considère comme des Grecs, des semi-barbares, des barbares? Parce que là où c'est un petit peu ambigu, c'est qu'aux yeux des Grecs de l'époque classique, notamment donc Aristote, Démosthène, mais c'est plutôt pour des raisons politiques, on dira les Macédoniens sont considérés comme des barbares, non pas tout à fait des Grecs. Platon les considère lui comme des demi-barbares. Enfin voilà, évidemment, il y avait des conceptions très centrées sur Athènes, et on considérait comme barbares en fait tous les peuples qui vivaient au nord ou à l'ouest de Delphes, qui est un peu la limite du monde civilisé, donc du monde grec. Alors évidemment, tout ça c'est balayé par la linguistique, l'archéologie, l'anthropologie, c'est clair, évident. Les Macédoniens, c'est ni plus ni moins un peuple grec. Déjà, ils parlent un dialecte grec, un ancien macédonien. En fait, la langue proche des langues de Thessalie et d'Épire.
Et aussi, les Macédoniens vénèrent les divinités olympiennes, hein, le panthéon connu des Grecs. Donc il y a aucune ambiguïté, hein. On distingue souvent Grecs et Macédoniens, en tout cas Macédoniens en tant qu'État, mais enfin ce sont des Grecs, avec d'autres influences peut-être, mais enfin c'est des Grecs. Donc déjà, bah, Alexandre est vraiment très influencé par la culture hellénique. Alors déjà, lui-même, en fait, comme tout le monde à la cour de Macédoine, il parle l'attique, c'est-à-dire il parle la langue athénienne, hein. Il y a plusieurs dialectes grecs. Et d'ailleurs, selon les biographes, notamment Plutarque, hein, il ne parlerait l'ancien macédonien, donc sa langue, on va dire, maternelle, que sous le coup d'une forte émotion. Sinon, il parle en attique. Il faut savoir que comme tous les Grecs qui se respectent de l'époque, il connaît par cœur des passages complets de l'Iliade d'Homère. Et d'ailleurs, il va emporter un exemplaire de l'Iliade lors de son expédition en Asie, exemplaire annoté par Aristote lui-même, hein, son précepteur. On y reviendra. Donc évidemment, le grand héros à plusieurs titres, on l'a vu, de par sa soi-disant descendance, c'est Achille. Et il s'inspire même de l'Iliade. Pour lui, l'Iliade, c'est quasiment un modèle politique, hein. Il s'inspire, où il puise la doctrine homérique de la guerre, où le chef doit exalter le courage des combattants, euh, tout en préservant la vie de ses hommes et en profitant des faiblesses de l'ennemi. Alors, Alexandre a lu aussi les histoires d'Hérodote, qu'on considère comme le premier historien digne de foi, hein, qui a notamment écrit sur les guerres médiques, donc entre les Grecs et les Perses. Et il va aussi s'inspirer des œuvres de Xénophon, donc qui est un Athénien très connu aussi, qu'on a développé aussi beaucoup, qui a écrit l'Anabase, la Syropédie aussi. Xénophon qui a aussi d'ailleurs été mercenaire, voilà, qui a combattu dans des guerres de succession en Perse. Bon, j'en parle pas là. Donc voilà, pour Xénophon et Achille, pardon, et Homère. Euh, à voir aussi qu'il est familier donc des tragédies, donc des tragédiens, des auteurs de théâtre comme Échille, Sophocle, Euripide. Donc il amène aussi des œuvres en Asie. Et il possède, c'est connu, des notions de médecine. Il y a plusieurs moments où il va conseiller quasiment les médecins de soigner de telle ou telle manière des compagnons blessés ou malades. Il est aussi versé dans la cinégétique, l'art de la chasse. Pour lui, la chasse est un moyen d'éducation, d'exaltation, on pourrait dire, hein, conforme aux idées grecques de Xénophon et d'Isocrate. Donc voilà pour ses influences culturelles. Enfin, vous retenez évidemment surtout l'influence de l'Iliade. Alors, autre influence cruciale dans son parcours, c'est celle évidemment du philosophe Aristote. Alors, déjà, pour revenir à son éducation, à partir de l'âge de 7 ans, donc Alexandre reçoit une éducation à la dure, on va dire, dispensée par Léonidas, qui est un parent, peut-être un oncle d'Olympias, donc de mœurs très très austères, qui lui apprend la frugalité, qui lui apprend aussi à la débrouillardise, on pourrait dire. Et ensuite, donc voilà, il enseigne l'exercice physique, mais aussi déjà la littérature, la musique, hein. Et Philippe II donc a déjà des ambitions plus importantes pour son fils, et il va donc lui donner pour précepteur, bon d'abord un mathématicien, bon peu importe, mais surtout Aristote. Alors ça dure que 2 ans, mais c'est vraiment décisif. Bon, il est évidemment jeune homme, donc c'est des années de formation, et puis Aristote gardera une influence même après. Donc pour revenir vite fait sur le cas d'Aristote, enfin voilà, je vais pas développer là, mais bon, il a été recueilli à la cour de Macédoine par Philippe, et il va donner des leçons philosophiques, éthiques, politiques, même on pourrait dire de sciences naturelles, à Alexandre, mais ainsi qu'à une grande partie de l'aristocratie macédonienne. Donc tous les futurs compagnons d'Alexandre ont aussi été baignés par la philosophie aristotélicienne. Donc on a toute une suite de grands généraux macédoniens, Héphaïstion, Ptolémée, Perdiccas, Eumène, Séleucos, Philotas, Callisthène, donc le neveu d'Aristote. Donc voilà, tout cela ont reçu l'enseignement philosophique. Donc il reçoit en parallèle un entraînement évidemment militaire et sportif.
Et c'est à ces dates-là qu'il va développer donc une très forte cohésion, une amitié avec un Kanta, avec ses amis, les Philoi, donc ceux que j'ai cités précédemment. Ça, c'était une habitude des Macédoniens, hein, d'élever en clan, le clan des compagnons, les hétéroi, dont on reparlera. Voilà. Pour revenir à Aristote, c'est difficile d'évaluer son rôle parce qu'il a longtemps été, son rôle a exagéré, surévalué par les modernes. Euh, alors Alexandre avait une soi-disant une formule, peut-être plus ou moins apocryphe, mais qui disait je dois à mon père, donc Philippe, de vivre, mais je dois à mon précepteur, donc Aristote, de vivre bien. Euh, Droysen d'ailleurs dira qu'Alexandre est comme chef d'État, ce qu'Aristote est comme penseur. Donc en clair, il met en action la pensée d'Aristote. Donc voilà, Aristote est fondateur parce que il va lui donner donc une ligne de conduite, on pourrait dire politique. C'est d'abord les Grecs doivent dépasser les limites étroites de la cité, de la police, et il forge en lui l'idée que la Grèce ne peut être unifiée sous l'égide d'un monarque absolu, mais qui ne serait pas un tyran, et qu'il faudrait faire triompher l'hellénisme à travers le monde. Alors, côté sombre, on va dire, de la pensée d'Aristote, c'est qu'il a des sentiments anti-perses extrêmement virulents, dont lui-même l'a subi. Je vous ai parlé des détails, mais enfin voilà, il y a eu des moments tragiques liés aux Perses. Il a séjourné à la cour d'un prince qui s'appelle Hermias, qui est exécuté sous l'ordre du roi perse. Enfin, bref. Du coup, il considère les Perses comme des barbares, hein, voilà, et il entend les mater, pour ainsi dire. Et donc, il va forger cette idée-là chez Alexandre, mais bon, on verra, Alexandre, évidemment, va dépasser la pensée du maître pour finalement, on va dire, aboutir à une volonté de fusion entre les Grecs et les Perses. Alors, dernier élément philosophique aussi, on l'a vu à travers les philoi, mais enfin voilà, c'est l'idée de l'amitié. Hein. Pour lui, c'est la chose la plus nécessaire à l'existence. C'est pas que pour le bon plaisir, hein, mais voilà, ça forge une pensée politique et surtout ça forge une cohérence dans la bataille. Et on verra évidemment la grande amitié, voire même l'amour, un débat est ouvert, hein, mais entre Alexandre et son favori Héphaïstion, qui le connaît depuis l'enfance. Donc voilà pour cette partie sur l'enfance et l'éducation.